Allô? Oui, alors bonjour tout le monde. Je me présente, Frédéric Colomina. Je suis le PDG de Expérience 4, qui est une spin-off de ce centre de recherche, Holo 3, qui est basé à Strasbourg. Donc là, je me suis promis de vous parler de résultats de nos études. Et en fait, une étude qui est en cours et qui devrait se terminer par aboutir sur un module sur étagère disponible en décembre de cette année. Ok. Alors, je réponds à la question, la caractérisation et les enjeux des émotions dans la réalité virtuelle. Alors, je veux simplement... je ne veux pas que ce soit un one-way, hein, donc c'est un échange, vous pouvez m'interrompre et puis et autres. Donc tout ce qu'on fait, nous, c'est lié quand même à un truc qui est pour nous une priorité, c'est la réduction de la trace CO2. Hein. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de choses qui nous distraient de l'important. L'important, c'est d'utiliser une techno à juste titre et essayer de tout faire pour que on allume de moins en moins de feux. Je parle par exemple de la sécurité incendie pour les éteindre juste après. Okay, tout ça, ça peut se faire en VR et là, c'est juste un exemple, mais il y a plein d'autres trucs qui sont intéressants et importants pour nous. Alors, rapidement, nous avons une mission, nous, qui est de créer de la techno et de vous la mettre à disponibilité. Okay, c'est ce qu'on appelle la notion d'évangélisation. On n'est pas là pour faire des prestats, mais on le fait souvent parce qu'on a quand même des savoir-faire bien particuliers. On est là surtout pour, comment dirais-je, vous donner de la capacité d'être autonome dans la création de contenu. Vous verrez, j'en parlerai. Okay, donc plus on aura des gens qui feront de la VR, et plus on sera heureux parce que vous reviendrez nous voir et vous demanderez de la techno à l'intérieur ou de ramener de l'intelligence artificielle ou de l'intelligence à l'intérieur des expériences de réalité virtuelle. Okay. On aime bien parler de stratégie parce que on a vu un peu l'histoire de la VR évoluer de l'appli de salon qui est tellement limité. Lorsqu'on produit des assets, on voudrait que les assets soient utilisables non pas simplement pour présenter des machines sur des salons, mais aussi pour faire de la formation, pour faire du recrutement, donc c'est vraiment toute une stratégie qu'on essaye de booster et de mettre en évidence à travers nos clients. On est aussi créateur de spin-off. Expérience 4 est un exemple, mais on a créé aussi une société qui s'appelle Virtual Journée qui exploite un logiciel qui est notre logiciel phare. Il est en démo ici, 210 000 passages. C'est la visite de la cathédrale de Strasbourg. Tac. Alors, je rentre un petit peu dans le pourtour de notre recherche. Nous, l'histoire de la VR, c'est relativement nouveau. On considère que tout a démarré en 2017 lorsqu'on voit apparaître un même format. Et que derrière ce même format, on sait faire vivre un certain nombre d'applications et d'expériences. Notre approche, c'est réellement de faire que vous ne soyez pas tributaire ou dépendant d'un hardware. Il faut que maintenant, le focus soit sur le contenu et non pas sur le casque. Okay. Par contre, on a vu apparaître en 2019 les casques sans fil, autonomes, ça nous plaît bien. Parce que finalement, on démocratise toute cette technologie. On a quand même des soucis au fait d'ouvrir un compte Facebook. La plupart de nos clients demandent des NDA. Donc là, on est quand même dans une problématique de compatibilité. Et donc, on attend avec impatience l'arrivée. J'ai vu qu'il y avait un Lynx ici. Et il y aura d'autres hardware qui vont venir prochainement. Okay. Point important, notre approche, le mojo, de par le fait qu'on n'aime pas que vous soyez tributaire du hardware, c'est qu'il faut acheter le hardware à la Fnac. Les casques, il faut les chercher là-bas, on ne va pas les chercher à Palo Alto. Alors, ce qui fait qu'on préfère la réalité virtuelle aujourd'hui que la réalité augmentée, où finalement les hardware ne savent pas répondre à la promesse qu'on attend en réalité augmentée. Aujourd'hui, invoquer un réseau Wi-Fi avec des tablettes ou avec du smartphone, sérieusement, vous n'avez pas besoin du CNRS pour ça. Alors, 2022, il y a plein de choses qui sont arrivées. Les gants haptiques. Alors, mon théorème de base, à la Fnac, vous ne trouvez pas ça. 32 moteurs, 32 raisons que ça tombe en panne le matin. Notre métier, c'est quoi?
c'est réellement d'amener de l'expérience auprès de professionnels pour qu'ils changent leur manière de travailler. Donc il faut que ça marche. Okay, d'où la Fnac. Ça, on oublie. Hein. Bon, par contre, on travaille beaucoup sur le finger tracking avec des problématiques d'usage aujourd'hui où on sait qu'il est difficile de mélanger le pilotage d'un hardware avec l'expérience. Il y a plein de solutions qui sont en train d'arriver, mais on aime bien tricher nous aussi un peu en VR. Les manettes, c'est sympa parce que ça vous permet d'invoquer des librairies de gestes. Et lorsque vous êtes réellement pointu dans un métier, il suffit d'entamer le geste pour pouvoir avoir le geste se réaliser complètement. Donc ça, c'est réellement ce qu'on vise. Les métaverses, alors, Zuckerberg nous a fait une com incroyable dessus. On voit plein de définitions arriver. Alors, il y a du métaverse à la Facebook ou Meta, le réseau social. On voit aujourd'hui du sandbox, avec quand même des guichets d'entrée, donc c'est professionnel mais bien fermé. Là, on raisonne maintenant métaverse. Nous, on aime bien les métaverses ouverts. Okay, la capacité de faire que ce soit ouvert à tout le monde, comme le web était ouvert au départ, hein, de telle manière à ce qu'on puisse l'utiliser et faire vivre des expériences assez variées à l'intérieur d'un univers. Les NFT aussi. NFT, on pourra en parler à l'infini. On doit parler de crypto-monnaies. On ne sait pas sur quoi est indexé les crypto-monnaies. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien qu'on indexe ça sur le kilowattheure, parce qu'il n'y aurait pas de kilowattheure, il n'y aurait rien. Et donc, voilà, quoi, on aime bien. Alors, point important, 5G, même si elle n'est pas encore déployée, nos travaux avec Orange nous permettent de dire qu'en 2023, il y aura une autoroute de données qui s'appellera la 5G, qui sera effective, et ça va être vraiment sympa pour pouvoir avoir des approches spécifiques pilotées pour la réalité virtuelle. Le web VR, et j'ai pas parlé d'autre chose, il y a plein d'autres encore choses dans nos cartons en cours de validation. Rapidement, notre offre, on a une activité purement studio, avec le truc à la mode, bon, la revue de projet c'est plutôt sympa, la formation, les formations, avec maintenant le savoir-être, on va en parler du savoir-être puisqu'on va parler d'émotion. Et puis maintenant, on rentre dans la notion de vente et de configuration dynamique. On en parlera à la fin. Parce que la donnée maintenant dans le casque, il faut qu'elle soit dynamique. Il faut qu'elle puisse évoluer grâce à différents facteurs. Sensibilisation au risque professionnel. Notre métier, ce n'est pas de la texturisation d'images de synthèse. C'est du cognitif. C'est là où on fait la différence. Okay, c'est là où on permet aux personnes qui nous font la confiance de rentrer dans le casque, de sortir avec un goût de l'expérience, avec une qualité de réception de messages qui fasse qu'ils savent le traîner, garder cette expérience dans le temps. Alors, on travaille, nous, généralement, autant sur les applications que l'on fait que sur les outils qui nous permettent de faire de l'application. Donc, si vous êtes des développeurs, je vous conseille H3 Toolbox. Toolbox, c'est l'outil que nos développeurs ne voulaient surtout pas qu'on donne parce que ça vous permet de diviser par 5 le temps de développement de tout ce qui est scénario. Mais une application qui est relativement peu onéreuse aujourd'hui est aujourd'hui en train de réunir une grande communauté. Donc c'est Toolbox. Ça, je vous l'invite. Après, le reste, c'est du classique. Un bon convertisseur de 80 formats, un viewer, vous pouvez travailler dans des contenus. Et puis un player à distance. Hein. Je suis ici derrière mon ordinateur. Je pousse un exé à Toulouse et je sais faire du temps réel en images et en son avec un client. Et voilà, l'autre activité, c'est la recherche. Vous voyez un certain nombre de thèmes. Les deux qui vous intéressent aujourd'hui, c'est surtout la captation sensorielle, sur lequel je vais passer 2-3 slides. Alors, je me suis promis de ne pas vous anesthésier avec les slides. Mais voilà, donc je vais essayer d'aller au truc. Point important, si on regarde un peu l'évolution de la recherche, si vous voulez, les slides sont disponibles. Hein. Franchement, vous venez me voir, je vous donne ma carte et je vous les envoie. J'évangélise. Ok ? Donc 3 niveaux. On a tous bataillé au départ pour créer du confort de l'expérience. Ok ? Ça reste encore un challenge aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de sociétés qui mettent des expériences sur le marché et on est très vite malade. La cinétose en étant un souci. Là, nous, aujourd'hui, on sait faire tomber les problématiques de cinétose en dessous de 1%, ce qui nous permet de faire de l'hypnose préopératoire. Okay, donc ça, c'est important, il faut que ça marche, quoi.
On a passé quelque temps dans les notions d'engagement, hein. Vous nous confiez votre cerveau, on va pouvoir l'utiliser et on va pouvoir lui passer des messages. Le leurrer déjà au départ pour pouvoir l'amener dans un monde différent. Et puis les interactions, c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de la VR, c'est d'être debout, actif dans une opération. Les prochaines étapes aujourd'hui pour nous ont démarré, c'est la notion de mémoire, de mémorisation. Qu'est-ce que vous gardez d'une expérience, de conversion? Alors ça, c'est purement pour faire du business. Puisque vous me donnez votre cerveau, ben, je vais vous donner tout et que je sais qui vous êtes, comment vous réagissez et comment vous allez avoir des émotions derrière notre expérience. Je vais pouvoir collecter tout ça pour pouvoir vous pousser la bonne recommandation et vous inviter à passer commande. Bon, les émotions, le monde des émotions, on le voit partout et on rentre dedans. Autre sujet de R&D, c'est la diffusion et la distribution. Ça, c'est intéressant parce que finalement, on est virtuel, donc on pourrait être ubiquite et on l'est. Et donc là, il va falloir, on a vraiment des enjeux. On aimerait ne pas être lié simplement aux plateformes connues, hein, les Oculus et autres. Et c'est vrai qu'entre laboratoire du CNRS, l'approche d'avoir on a une vraie réflexion sur l'idée d'avoir des plateformes européennes ou avec des moteurs qui soient aussi européens. C'est d'éviter de passer que par Unity ou des choses Unreal. Alors ce slide, c'est le plus important. Ici, vous voyez un capteur. Un capteur avec, j'ai mis le HP, mais de manière générale, et on va vers des casques qui auront 8 caméras, 4 de positionnement, 2 qui vont vous regarder, on va vous montrer des résultats, et une qui regardera le bas du visage. Et puis vous avez ici un bandeau qui, lorsque vous le serrez, nous donne des informations sur la sudation, votre battement de cœur, et des notions de tension. Ok. Je vois des réactions. On vous fait cocher la bonne case avant pour qu'on n'aille pas trop loin avec vos données et elles vous appartiennent. Ok. Mais ça, ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde un peu, on fait une projection dans le temps, il y a de très fortes chances que le premier capteur qu'on nous a mis en main, hein, le voilà. Ok. Et le deuxième qu'on est en train de développer fusionne à l'aube de 5 à 10 ans. Ce seront les lunettes qu'on va porter demain qui nous donneront toutes ces informations et qui pourront nous permettre, selon notre liberté, ça c'est vraiment important, le choix de liberté qu'on a de pouvoir communiquer pour pouvoir avoir du contenu pertinent. Okay. Alors ça c'est très important. Les études mettent en valeur que le fait que nous soyons dans un casque nous permettent d'avoir mettre notre cerveau à nu devant tout ce qui est contenu frappant, messages et autres, et de manière beaucoup plus forte que toute autre forme de relation. J'en veux des exercices que l'on fait assez couramment lorsqu'on crée des expériences qui nous obligent réellement à bien valider avec notre client, par exemple, les notions de est-ce que c'est le bon message, est-ce que l'intensité du message est la bonne. Alors ça peut être très important parce qu'on peut rentrer dans des schémas de violence graphique qui peuvent aller loin, dans lesquels on est réellement obligé de bien contrôler les choses. Regardez par exemple un exemple précis en formation. Il ne nous viendrait jamais dans la vraie vie à l'idée de sortir un revolver pour le mettre sur une tempe d'une personne en disant « donne-moi ton fric ». Je suis dans l'expérience là. Hein. Et finalement, en VR, c'est acceptable. Hein. Okay, dès lors qu'on répond à certains canons autres. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez jamais vécu de braquage, mais vous sortez de cette expérience en pouvant dire oui, maintenant je sais ce que ça fait, et donc je vais pouvoir. Donc l'enjeu, c'est réellement ça. Point important, nos conclusions de nos études nous disent que l'attention qu'on s'est captivée pendant une expérience de VR, c'est à peu près 12 minutes. Donc il ne faut pas aller au-delà, ça peut être pénible pour certains, ou vous pouvez diluer complètement le contenu du message. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On avance quand même sans normes. Personne n'est capable de me dire à partir de quel âge un enfant peut passer 10 minutes dans un casque aujourd'hui. Il y a des études aujourd'hui, il y en a plein sur le web, on peut en trouver.
celles qu'on fait aujourd'hui nous permettent de conclure que 12 minutes, c'est plutôt bien. 16 ans, c'est mieux pour les rétines, la qualité des rétines ou l'évolution des rétines. Et après, bon, finalement, puisqu'on est un peu dans l'écume de cette révolution, il y a beaucoup de choses qui nous incombent en matière d'éthique à mettre en place et à respecter. Vous pouvez être sûr qu'on est français dans l'approche là quand même, hein, avec du RGPD, avec plaisir quand même, hein, on ne fait pas n'importe quoi. Bon, alors, qu'est-ce que nous faisons à partir de là? Dès lors que j'ai un capteur et dès lors que j'ai un cerveau aujourd'hui qui est très responsable, okay, ben, notre travail aujourd'hui, et ça c'est le deuxième slide le plus important, ben, c'est de faire des... Voilà, on a un paquet d'expériences disponibles à tester, il y en a même sur le stand, où ben, vous verrez que lorsque vous vivez l'expérience en réalité virtuelle, ben, on collecte aujourd'hui une quinzaine de données, temps réel. Et tout notre travail aujourd'hui, c'est de bien lister ces données, de les voir évoluer dans le temps réel et de travailler sur les combinaisons de données. Un cœur qui bat rapidement avec une tension oculaire basse, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire de l'ennui? Est-ce que ça veut dire de l'excitation? Donc ça, tout notre travail consiste aujourd'hui à regrouper, à lister et à capter toutes ces informations. On n'hésite pas à aller chercher des capteurs extérieurs aujourd'hui, notamment dans des domaines comme le sport, où regardez des choses comme ça donne un paquet de données qui sont disponibles. On a des bracelets aussi qui sont intéressantes, qui nous permettent par exemple d'avoir des avis, d'avoir des retours de perception qui sont intéressantes. Donc première étape, collecte des biométriques, le faire en temps réel. L'enjeu après, c'est de faire le traitement de ces biométriques, d'avancer dans la caractérisation de ces biométriques. Si j'ai ça, avec une belle ontologie du cognitif, qu'est-ce que ça me donne comme émotion? Est-ce que je crée de l'ennui? Est-ce que je crée de l'intérêt? Est-ce que je suis près d'une décision d'achat? Est-ce que bon, vous voyez un peu le contenu. Après la caractérisation, mais on rentre après dans le cycle qui est qu'est-ce qu'on déclenche comme action. Et donc il y a plein de choses, hein. Si on fait de l'entertainment ensemble et que vous vous ennuyez, il y a très forte chance que le jeu soit un petit peu plus court ou que les choses soient plus faciles pour qu'on l'arrête. Par contre, si on comprend que vous prenez du plaisir à essayer une robe de chez Hermès, on va peut-être essayer de faire durer les choses un peu plus longtemps. On va même vous proposer d'autres choses derrière celle-là. Donc voilà, alors la chose qui est fondamentale, c'est le temps réel, bien sûr, hein. Avoir des infos en retour, c'est bien que si on sait adapter le contenu et rendre les choses pertinentes au moment que vous vivez. Ok, ça c'est clé. Donc là, vous avez des premiers jets d'informations qu'on a collectés sur un test. Hein, ça, c'est du regroupement, hein, battement de cœur, le load cognitif, ok, la vélocité du regard, des yeux. Okay, bon, ça c'est du basique, c'est un peu plus sophistiqué dans nos modèles. Là on a des images qu'on s'est retraitées sur la qualité du sourire. Ça c'est mon responsable du développement, on sent qu'il est plus motivé que heureux d'être là. Et puis là on a des regards avec, alors c'est très intéressant pour nous, le regard dans les expériences. D'où est-ce qu'il part? Qu'est-ce qui l'intéresse ce regard? Est-ce qu'il est intense? Est-ce qu'il se stabilise sur quelque chose qui bouge? Donc là, il y a un peu de contenu à voir. Très intéressant. Pour créer de l'intérêt dans une expérience VR, avoir des choses qui bougent, c'est clé, quoi, hein. C'est fondamental. Les lancer au bon moment aussi. Des questions ici, non? Voilà. Alors maintenant, dès lors qu'on a des émotions... où est-ce qu'on va avec cette caractérisation des émotions? Alors je donne quelques panels, hein. Malheureusement, on a une vraie difficulté derrière le laboratoire. C'est que là où on se dit on va faire de l'industrie, on fait de l'industrie, ben on en fait. Mais on se retrouve maintenant dans le domaine de la santé, du retail. On se retrouve maintenant dans le domaine du sport. Okay, et très fort dans le sport. Okay, et donc voilà, je vous donne des exemples un peu des conséquences de tout ça. Dans la vente, quand vous êtes dans un magasin virtuel, bah vous êtes déjà en mode, vous n'êtes pas loin de la conversion.
toutes les phases de départ qu'un commercial doit créer, la confiance, la présentation de l'offre, l'explication pour laquelle l'offre est importante pour le besoin du client, tout ça, ça va relativement très très vite et on n'est toujours pas loin de la conversion là, quand on rentre. Quand le client nous fait confiance au point de pouvoir s'enfermer dans un casque que nous pilotons finalement, d'une expérience que nous lui faisons, okay, que nous proposons. Donc ça, c'est clé. Autre point important, alors ça, c'est le Graal du moment. En industrie, vous avez tous connu le showroom virtuel, non, pas le showroom virtuel, le showroom réel que les industries ont, dans lequel on met la dernière machine, les derniers produits. Ça coûte très très cher à maintenir. Ça prend de la superficie, il faut chauffer la salle. Il y a généralement une personne qui s'en occupe. Okay, et c'est rarement à jour. Et c'est vraiment un effort que de le tenir à jour dans des lieux où aujourd'hui, il n'y a plus personne. Hein. Le Covid nous a quand même appris à utiliser Skype de mieux en mieux. Et ces showrooms sont de moins en moins utilisés. Et donc on est réellement dans une démarche aujourd'hui où on nous demande de faire des showrooms. Alors je suis toujours un peu vexé quand j'arrive dans une industrie où le patron me dit « Regardez ce showroom, j'aimerais bien que vous fassiez la même chose ». Ouais, c'est dommage, quoi. On a la capacité de faire un monde immersif plutôt que de se retrouver entre quatre murs. Allez, on va présenter cette machine dans un autre univers. En voyant un petit peu du lourd, quoi, hein. Soyons créatifs, il n'y a pas de limite en VR. Okay, alors, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelait le MetaShop. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est beaucoup plus le magasin ou le showroom virtuel dynamique. Okay, celui qui reconnaît la personne qui rentre dans le casque et qui, parce que c'est un architecte, va lui présenter tout votre catalogue qui concerne l'architecture. Si c'est un installateur, on va lui présenter directement tout le catalogue qui concerne les installateurs. Okay, alors avec la 5G, ce catalogue il se met à jour en background. On n'a pas besoin de demander au client de devenir une star de la programmation ou du chargement d'applications. Là, aujourd'hui, nous sommes en phase de l'application qui deviennent de plus en plus intelligentes et qui permettent de simplifier la relation. Et donne un feedback direct à travers un mail au commercial qui se trouve en charge de ce client, quoi. Sachez que le client, hier, a passé 15 minutes dans le casque. Il a visité ça. Il n'y a pas eu de déclenchement de demande. C'est peut-être quand même le moment de lui donner un petit coup de fil. Monsieur, est-ce que vous avez un projet ? Okay, donc voilà la chose importante. Le Graal, à terme, ce sera le vendeur virtuel. Okay, alors, prenons en compte que mettre des bonhommes dans des voitures pour rencontrer des clients, ça va devenir de plus en plus cher. Je ne sais pas si vous êtes commercial de prospection, mais appeler aujourd'hui, c'est des managers décideurs. C'est le 20e coup de fil que la personne doit recevoir d'être filtré. Obtenir un rendez-vous, c'est juste pas possible aujourd'hui. Donc ça, cette approche étant morte, on va rentrer maintenant vers une approche de prospection qui soit beaucoup plus liée à ce fameux vendeur virtuel qui qualifie la demande et le besoin et qui ramènera l'information. Attention, mon client a un besoin en ce moment et il va falloir peut-être donner un petit coup de fil. Et donc après réenclencher l'approche hybride qui est, pour le coup, là, je prends mon rendez-vous, je vais le rencontrer physiquement et autres. On n'est pas des fans du 100% virtuel. Hein. Nous, on est vraiment, aujourd'hui, on voit vraiment apparaître une approche hybride qui est sympa. Donc, manager les émotions à l'intérieur de tout ça, c'est ce qui nous permet d'avoir un retour d'information qui nous amène vers la notion de l'engagement et puis avoir une approche positive après l'engagement qui nous amène vers la conversion. Je vois que je n'ai plus qu'une minute et j'ai quand même... j'ai plus qu'un ou deux slides. Et vos questions. Donc nous choisir, pourquoi ? On a quand même des technos assez sympas. La qualité, le confort, c'est quand même fondamental au départ. Hein. Je vous promets, vous ne serez jamais malade. À moins d'avoir des choses fondamentales du genre un problème sur des oreilles ou autre. Mais chez nous, il n'y aura pas ce souci-là. Après, on a des petites solutions d'autocentrage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on fait des démos, vous passez votre temps derrière le client à le recentrer. Okay. Nous, on recentre automatiquement avec des petites solutions simples, light, qui n'amènent pas de lag.
Et puis, mais voilà, maintenant on rentre avec l'Emotion Manager. J'en ai pas réellement parlé dans le sens que il vient aussi avec un module qu'on utilise aujourd'hui qui s'appelle le module d'analytics. Tout ce que l'on fait dans un casque, dans nos applications, génère des données. Et nous, c'est important de les collecter pour pouvoir améliorer la performance de la donnée. Rien à voir avec la personne, mais là, pour le coup, c'est vraiment un regard sur la fluidité de la donnée. Autre point, et je voulais terminer sur les émotions, on arrive maintenant à qualifier la qualité d'une formation. Et donc, bien valider que la personne qui a acquis le savoir-faire derrière la formation. Je donne un exemple. Vous faites de la formation pilote d'hélicoptère. Okay. Vous prenez tous les cours, à la fin, vous faites l'examen en réalité virtuelle, même si ce n'est pas certifiant, hein, je vous rassure. Mais au moins faire cet examen qui vous permet de passer aux étapes suivantes. Ce qui est important pour nous, c'est de bien collecter ces fameuses biométriques. D'abord, quand toute la formation est accompagnée avec une voix douce et sympa qui vous qui vous accompagne dans l'expérience. Mais après, si vous faites l'examen, mais qu'il n'y a pas cette fameuse voix c'est intéressant de bien mesurer les métriques. De telle manière à ce que si le pilote réussit son examen, on vérifie quand même que son cœur n'est pas à 30% au-dessus de la normale et qu'en termes de stress, il ne soit pas à 25% au-dessus. Parce que là, pour le coup, on a tous collectivement un problème. Okay. Même topo, dans le sport. Dans le sport, on est en train de travailler aujourd'hui avec deux petits exercices, le penalty dans le foot, le panier à 2 points au basket, où concrètement, c'est important de bien vérifier l'état de l'être quand il fait ce sport. Je donne un exemple. La vraie différence aujourd'hui entre une superstar dans un sport et son copain qui a le même physique, le même coach, les mêmes comment dirais-je, exercices, entraînement physique, c'est généralement sa capacité à gérer des émotions. Et donc pour le coach, de travailler sur la colonne vertébrale de ces émotions qui s'appelle pour le coup le mental. Okay. Et donc là, c'est vraiment les Graals et les enjeux de demain. Le time is up. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions, on me dit. Hein. Merci beaucoup de votre attention. On présente ici, on est dispo. Et n'hésitez pas à nous solliciter. I'm staring at my shadow. I'm not gonna be sad.